Je vous l'annonçais en début d'émission, l'Afrique bouge et son économie aussi. Mais au-delà des grands centres économiques et des chiffres des marchés officiels, existe un monde parallèle, une économie souterraine, informelle, qui bat au rythme du quotidien des millions de personnes. C'est un réseau complexe et souvent invisible, mais qui joue un rôle essentiel dans le tissu économique. Dans cette émission, donc, nous allons lever le voile sur l'économie informelle et explorer comment elle fonctionne, quelles en sont les principales caractéristiques et les défis qu'elle rencontre. Nous verrons évidemment les secteurs clés tels que le commerce informel, l'agriculture de subsistance, l'artisanat traditionnel et le marché noir. Pour comprendre comment il s'intègre au tissu économique global, nous allons discuter des avantages et inconvénients de ce secteur, de son impact sur la création d'emplois, de l'autonomisation des femmes et des jeunes et son rôle dans la lutte contre la pauvreté. Tout ceci, c'est avec Jennifer Sativi et son invité. Bonjour Jennifer. Bonjour Herman, bonne fête de la Tabaski. Merci, bonne célébration. Il a été bien à vous aussi. Merci beaucoup. Merci évidemment pour votre très belle introduction. Nous parlons, mesdames, messieurs, de l'économie informelle. Comme Herman l'a dit, est-ce une opportunité ou est-ce plutôt un frein au développement? Nous en parlons avec monsieur Cosme Goundété. Bonjour monsieur Goundété. Bonjour madame Sativi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes expert comptable, mais vous êtes également président honoraire de l'OECCA Bénin et aussi de la PAFA, c'est bien cela? Oui, c'est ça, madame. D'accord. Alors, pour commencer déjà, pour ma première question, j'aimerais que vous nous édifiez davantage lorsqu'on parle de l'économie informelle. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, économie informelle, secteur informel, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de définitions. C'est vraiment une multitude. D'accord. Mais ce qu'il faut en retenir essentiellement, c'est que c'est l'ensemble des activités génératrices de revenus et les acteurs qui échappent en totalité ou en partie à la réglementation, à la régulation et à la protection de l'État. D'accord. Alors, la plupart des activités agricoles rentrent dans cette économie informelle-là. Vous avez les activités alimentaires, vous avez les activités de transport, les émigrants, par exemple, que vous voyez. Leur activité est essentiellement informelle, mais eux-mêmes ne sont pas si informels que ça. Absolument. Ils sont reconnus, ils ont des numéros d'immatriculation, mais il n'y a pas de déclaration de chiffre d'affaires, il n'y a pas de déclaration fiscale, et ils ne payent pas véritablement des impôts. Et il en est de même des travailleurs domestiques, des travailleurs au noir et de tout un tas de petits métiers qui échappent à la régulation de l'État. Alors, l'économie informelle est d'une importance telle que la profession comptable dans son ensemble s'en préoccupe. Nous venons d'organiser à Abidjan, en mai dernier, le 7e congrès africain des comptables et des experts comptables, qui a regroupé plus de 1500 participants venant de 68 pays du monde entier. C'était un événement international. Et le thème de ce congrès, c'était transformation structurelle et croissance des économies africaines. D'accord, donc vous vous préoccupez beaucoup de cette question. Mais j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce qui favorise ou qu'est-ce qui crée ce type d'économie-là dans les pays? Alors, la première des choses, c'est la simplicité, la facilité d'accès. Ça ne nécessite pas souvent une formation scolaire. Ça ne nécessite pas une spécialisation. C'est des activités de proximité dans laquelle vous pouvez vous lancer sans préparation particulière. Également, vous avez un marché de proximité dans lequel vous avez la possibilité de vous positionner. Alors, donc, ces facilités ajoutées à l'exigence très faible en capitaux, en investissement, ça facilite la lancée dans cette économie informelle-là. D'accord. Et quels sont généralement, on va dire, les critères qui permettent d'apprécier une économie dite informelle ou non? Alors, généralement, c'est le critère fiscal qu'on retient. Ceux qui sont immatriculés aux impôts, qui payent leurs impôts, ne sont pas dans l'informel. D'accord. Alors, c'est beaucoup plus large que ça.
Les paysans qui sont dans une coopérative agricole, la coopérative est référencée. Elle n'est pas dans l'informel. Mais ceux qui participent à cette activité-là ne sont pas reconnus à des guichets fiscaux. Ils ne font pas de déclaration, ils n'ont pas de personnel à déclarer à la CNSS. Ils ne sont pas connectés systématiquement au réseau de financement officiel. Donc, leur activité est dans l'informel. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus d'économie informelle. Okay. Pour parler des activités, des acteurs, mais aussi de tous les moyens qu'ils utilisent. Et au nombre de ces moyens-là, il y a des entreprises, il y a juste des positionnements particuliers qui ne sont pas des positionnements entrepreneuriaux et qui permettent de gagner de l'argent. L'essentiel est de gagner de l'argent et de ne pas le déclarer. C'est ça la caractéristique essentielle de l'économie informelle. Mais il y a une autre forme d'économie informelle qui est organisée par des entreprises structurées, reconnues au niveau des impôts, qui font des états financiers qui les déclarent, mais qui masquent une bonne partie de leurs activités, de leur chiffre d'affaires, pour payer le moins d'impôts possible. Alors, c'est de l'économie souterraine. C'est ça l'économie souterraine. L'économie informelle n'est pas souterraine forcément. Alors, cette économie souterraine va jusqu'à de l'économie criminelle, le blanchiment de capitaux provenant d'origine douteuse. Vous voyez? Alors, ceux-là, c'est une autre catégorie qui n'est pas une catégorie de la débrouillardise. L'économie informelle est essentiellement une économie de survie et de débrouillardise. Mais l'économie souterraine est une organisation criminelle de l'économie. C'est donc de l'économie proprement illégale qui ne répond pas aux critères des tout-petits qui cherchent à gagner juste de l'argent, à survivre et peut-être à bien vivre plus tard. Alors, une économie informelle sur laquelle l'État prélève des taxes, est-elle encore une économie informelle? L'État arrive toujours à prélever des taxes. La TVA. Le pain que vous achetez pour votre cérémonie, il y a de la TVA là-dedans. Le riz qu'on prépare à ces cérémonies-là, c'est acheté chez des grossistes, chez des détaillants. Eux, ils payent la TVA. Et ça se répercute. Donc, celui qui a le contact avec le secteur appelé formel paye déjà des impôts. L'État trouvera toujours des moyens de percevoir des impôts et des taxes. Il y a des acomptes également qu'on fait payer aux entreprises qui se positionnent dans le secteur informel. Les acomptes, vous ne les récupérez que si vous déclarez. Un acompte est en principe une avance que vous faites à l'État et que vous récupérez au moment de votre déclaration. Mais si vous ne déclarez rien, vous ne récupérez rien, ça devient un impôt, c'est-à-dire un paiement définitif comme contribution au budget de l'État. Mais quand on considère que vous avez payé de l'impôt de cette manière et que ça vous classe hors de l'économie informelle, non, c'est votre activité en soi que vous ne voulez pas déclarer, sur laquelle vous ne voulez pas payer des impôts. Votre initiative n'est pas de payer des impôts. L'État arrive à vous arracher des impôts et des taxes. Ça ne vous sort pas de l'économie informelle, qui est une économie très dynamique et qui occupe partout sur le continent 80 à 95% de l'économie globale. D'accord. Justement, vous parlez du continent africain. Le phénomène s'observe beaucoup. Vous avez évoqué le cas de la Côte d'Ivoire. Vous étiez récemment. Ça s'observe un peu partout dans nos rues. Est-ce que les pays, je dirais les pays en voie de développement, sont plus enclins aux facteurs que les pays du Nord, par exemple? Le phénomène est mondial. D'accord. Mais c'est beaucoup plus marqué dans les pays en développement que dans les pays du Nord. Dans les pays du Nord, c'est marginal. Mais chez nous, c'est quasiment un moteur. C'est pour cela que, quand vous observez bien, les entreprises reconnues officiellement, qui font des déclarations, qui font des états financiers, qui ont du personnel immatriculé à la CNSS, à la sécurité sociale dans les divers pays, ces entreprises ne font pas 20% de l'économie. Et c'est un danger pour l'économie africaine. Elles sont si peu nombreuses que le poids économique de l'État leur pèse dessus énormément.
ça fait qu'on n'a pas la liberté de fixer des taux d'imposition assez bas, attractifs, pour soulager. Parce que l'État a des charges, il doit les couvrir. Et le principal moyen pour les couvrir, c'est l'imposition. Ce n'est pas l'impôt qu'on arrive à capter des revenus pour la caisse de l'État et à faire fonctionner l'État. Alors donc, au niveau de la profession comptable, nous avons organisé ce congrès, mais il y a 5 ans, nous avons organisé un autre congrès au niveau de l'UEMOA. À l'époque, en ma qualité de président de l'Ordre des experts comptables du Bénin, j'étais président de la fédération des ordres d'experts comptables de l'UEMOA, et nous avons organisé à Dakar un congrès qui portait sur ce secteur-là. Et à Dakar, on a découvert que 95% de l'économie sénégalaise était informelle. C'est extraordinaire. Donc, les grosses entreprises qui ont pignon de rue, que vous voyez, qui sont fichées aux impôts, qui paient régulièrement leurs impôts catégorisés et suivis, c'est 5%. Alors, comment passer de 5% à 10%, à 20%, à 30%? C'est à la fois un avantage pour l'État que pour notre profession, parce que c'est clair, notre clientèle va progresser et ce serait à notre avantage. Mais ça marquerait notre contribution, parce que nous sommes perçus comme des comptables, mais en réalité, nous avons la spécialité de comptables, de financiers, d'auditeurs, mais aussi de spécialistes de la gouvernance et de l'accroissement de la taille des entreprises. Ces entreprises sont toutes petites. Informel, ça veut dire je ne veux pas m'afficher, mais je veux vivre. Et en voulant vivre, en réalité, on survit. De la survie, eux tous veulent passer le cap pour vivre, et même bien vivre. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. D'accord. Justement, et en votre qualité d'expert du domaine, lorsque vous observez un peu, il est clair que le secteur informel, malgré les taxes qui sont prélevées, crée quand même un manque à gagner au pouvoir public. Mais est-ce qu'on peut considérer ce secteur-là comme une opportunité, vu que ça constitue peut-être 95%, ou est-ce que c'est plutôt un frein pour le développement? Alors, l'État utilise un peu partout sur le continent la coercition et les incitations fiscales au niveau du secteur informel. Ce secteur, cette économie, est une opportunité ou un frein au développement de l'économie. Rien que par leur poids, c'est une menace pour l'économie. C'est clair. D'accord. Vous ne vous en occupez pas, ça va vous emporter. Parce que ça va s'imposer à vous, tout va se passer devant vous. Vous allez voir de gros immeubles sortis de terre, mais vous ne pourrez pas saisir les revenus qui sont à l'origine. Vous ne conduirez pas. Alors, conduire sans maîtriser le secteur informel, est-ce que nous allons au développement qui aurait pu être le nôtre? Ce secteur ne contribue pas suffisamment à la fiscalité nationale. Le budget national reçoit très peu. C'est ce que l'État, par ses moyens de captation fiscale, arrive à arracher, qu'il garde finalement. C'est très peu. Également, ils ne sont pas assez saisissables, les acteurs de cette économie-là. Des vendeurs ambulants, vous allez les poursuivre pour aller les prendre. Vous les jetez en prison, vous en tirez quoi? Vous allez même les nourrir et il n'a rien à apporter. C'est un coût sans contrepartie pour l'État. Ils ne sont pas connectés au secteur financier formel. Et ils n'ont pas d'état financier, ils n'ont pas de patrimoine pour apporter des garanties et obtenir des financements de croissance. Donc, en cela, c'est un frein au développement. Mais c'est une lecture qu'il faut dépasser. Je dirais que le frein au développement, c'est peut-être 1/3. Mais pour les 2/3, c'est des activités d'auto-emploi qui contribuent à résorber le chômage. Nous nous souvenons quand l'État béninois a cessé de recruter systématiquement les diplômés d'université dans la fonction publique à la faveur des programmes d'ajustement structurel, mais c'était une crise difficile à gérer pour le gouvernement du PPB à l'époque. Et quand en 90-91, les taxis motos ont fait leur apparition, mais c'était ouf.
Aujourd'hui, vous allez au Togo, vous avez les taxis-motos. J'étais en Ouganda récemment, j'ai vu les taxis-motos. J'étais en Tanzanie, j'ai vu les taxis-motos. En Côte d'Ivoire, il y en a, à Abidjan, on fait la pression pour qu'ils n'inondent pas la ville. Mais ils sont à Boaké, ils sont à Man, ils sont à San Pedro. Ils ont gagné le continent. C'est une solution approximative. Deuxième chose, c'est la plus grande école de l'entrepreneuriat en Afrique. La plupart des grands entrepreneurs, des grands opérateurs économiques que vous avez aujourd'hui, qui ont pignon sur rue, ils viennent de là. D'accord. Donc tirer sur le secteur informel, comme on le dit, ce secteur informel, il faut le combattre. Attention, on ne doit pas le combattre. D'accord. Mais quel procédé mettre en place pour que chacun puisse être gagnant? Alors, le troisième avantage, je vais le citer avant de vous répondre à cette question-là, c'est que eux tous veulent grandir. Aucun d'eux ne se contente de ce qu'il est. Et c'est en panne de solutions de croissance qu'ils sont confinés dans cette position, qui est une position de survie. Et qui dit survie dit nécessité. Et qui dit nécessité dit absence de loi. La loi est là, mais elle ne sera pas respectée. Parce qu'en dessous d'un certain seuil de survie, la loi est légale, mais elle n'est pas économique. L'acteur qui doit la respecter doit être dans une obligation économique, pas seulement une obligation légale. Vous allez faire la coercition, ça ne va pas prendre. Le discours citoyen qui consiste à dire « respectez vos devoirs civiques » ne prendra pas non plus. Donc, ils sont tous dans un besoin de croissance. Et leur besoin de croissance passe par un besoin de financement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut commencer à changer le discours. Ce n'est pas des informels, c'est péjoratif de les appeler informels. D'accord. C'est des acteurs entrepreneuriaux qui sont dans un apprentissage, qui sont dans la difficulté, mais qui attendent des appuis pour passer le cap. Et je suis bien placé pour vous le dire. J'ai dit tout à l'heure, notre métier, on dit expert comptable, bon, c'est un générique qu'on a gardé depuis les années 40. Sinon, la comptabilité fait moins de 10% de ce que nous faisons. Notre rôle fondamental, c'est la gouvernance et l'accroissement de la taille des entreprises, faire grandir les entreprises. Je peux vous dire, à Dantokpa, j'ai eu une cliente qui était dans l'informel. Aujourd'hui, mais elle est allée jusqu'à avoir un commissaire aux comptes. Parce qu'elle a compris que pour grandir, il faut passer par là. Certifier les comptes. Vous fuyez la certification, vous fuyez les impôts, vous fuyez la sécurité sociale, vous ne grandirez pas. Vous êtes condamné à rester petit et à vous laisser rattraper très rapidement par vos besoins. Parce que vous en faites. Un jeune homme qui est dans l'informel, il va se marier, il va avoir une famille. Mais ses revenus ne vont pas croître proportionnellement à ses besoins. Et il est condamné donc à la pauvreté. Aucun d'eux ne veut rester donc à ce niveau-là. Il veut grandir. Et c'est là l'opportunité. L'opportunité, c'est de leur apporter une réponse adaptée qui leur permet de quitter cette position pour commencer à rêver de la cour des grands et à rêver de ceux qui les ont précédés. Si vous prenez toutes les entreprises qui sont aujourd'hui au fichier des grandes entreprises à la Direction générale des impôts, fichier des grandes entreprises, ça veut dire que vraiment vous pesez. Mais 90-95%, ils viennent de ce secteur-là. Okay. Alors donc, c'est comment adapter les réponses au secteur, à ces acteurs, pour en faire des partenaires des pouvoirs publics. Ils sont disposés à le devenir, mais dans la nécessité, vous allez les matraquer, ils ne le deviendront pas. Est-ce que quelque part, M. Bouneté, est-ce que quelque part, les taxes, d'accord, qu'impose ou l'imposition de l'État aux PME naissantes, aux petites et moyennes entreprises qui viennent de naître, finalement, est-ce que ces impositions-là ne phagocytent pas, je vais dire, l'envie et l'ambition de ceux-là qui, de l'extérieur, voient que son ami ou peut-être un parent vienne créer sa structure et que par la suite, sa structure est décédée de sa plus belle mort en raison des taxes que lui impose l'État. Et donc, de ce fait, il se dit, bon, plutôt que d'aller me déclarer à l'État et que dans la foulée, on m'envoie enfin, des factures d'impôts à payer qui me dépassent, je préfère manœuvrer dans l'informel,
quitte à ce qu'un jour, dès lors que j'en aurai, les reins solides, je pourrai passer le cap et me retrouver dans le secteur formel. Beaucoup pensent que l'État va les phagocyter par l'impôt, les taxes et autres, et préfèrent rester dans l'informel. C'est l'idée très répandue, mais c'est une erreur. Je vais vous donner l'exemple. Bon, vous êtes assez jeune, mais je parle de gens peut-être de mon âge. Vous avez 2 enfants. Ils ont le master. Ils sont à la maison, ils n'ont pas trouvé à faire. Alors vous dites, tu as l'âge pour te prendre en charge. Tu vas sortir pour aller louer. À l'autre, vous dites, comme il n'a pas encore trouvé quelque chose qui permette d'affronter la charge, je le couvre, je continue de le couver. Comparez les 2 5 ans après, vous verrez la différence. Celui que vous avez confronté au paiement d'un loyer va réussir plus que celui que vous avez laissé à la maison, qui ne paye pas de loyer, qui ne paye pas l'eau, qui ne paye pas l'électricité. Vous savez, l'impôt est un ascenseur. C'est bizarre que je dise ça, non? Oui, bon. L'impôt est un ascenseur. Si vous refusez de l'affronter, il va vous contenir dans votre petitesse et forcément dans la pauvreté. La lutte contre la pauvreté, nous avons une multitude de projets. Projet Banque mondiale, projet BAD, les bailleurs, toutes catégories confondues. On en a une multitude. On en a décompté 750 à une époque. Mais le plus grand projet de résorption de la misère, de lutte contre la pauvreté, c'est l'autonomisation par une activité génératrice de revenus dans le privé. Parce que là, c'est pérenne. Le projet disparaît, mais vous ne disparaissez pas. Donc, dire, je ne veux pas payer d'impôts, je dois être dispensé fiscalement pour un temps, le temps que je sois dans une certaine consistance économique pour pouvoir faire face, c'est une erreur. Affrontez. Et si vous battez les impôts, vous avez acquis le droit de vous pérenniser. Mais tant que vous n'avez pas battu les impôts, vous êtes toujours dans le seuil de survie et peut-être vous allez faire partie de la mortalité infantile qui est très élevée en Afrique. 80% à l'âge de 5 ans et 90% à l'âge de 10 ans. C'est-à-dire sur 100 petites entreprises qui se créent et qui se comportent comme vous le dites, mais c'est une épidémie. À 5 ans, vous avez 80 qui disparaissent. À 10 ans, il y a 10 autres qui disparaissent. Il n'y a donc que 10 qui passent le cap des 10 ans. Alors, pour ne pas être dans le peloton de l'échec, non, il faut faire face. C'est ce que, de toutes les façons, ceux qui ont grandi ont fait. C'est un secret du succès. Alors, pour ces petites activités, vous permettez de faire soulever quelques préoccupations. Pour ces petites activités, ces petites gens, comme on les appelle, les émigrants par exemple, la dame qui vont au coin de rue, comment est-ce qu'on veut lui demander d'aller se formaliser? Oui, c'est ce discours qu'il faut atténuer. Demander de se formaliser, c'est ce qu'on fait partout en Afrique et c'est une erreur. D'accord. Demandez d'accord, mais n'insistez pas. Il faut faire en sorte qu'elle aille elle-même. Vous savez comment? Non, on aimerait bien comprendre. La microfinance nous donne l'exemple tous les jours. Les institutions de microfinance ont été nées dans ce champ-là. Est-ce qu'elles existaient dans les années 70? Non. C'est dans les années 90 qu'elles ont commencé. Où le chômage a battu son plein et débordait l'État. Et où il n'y avait pas de réponse. Les émigrants sont les premiers à venir, ainsi de suite. La microfinance a montré que quand vous aidez quelqu'un et que vous le financez, il va se formaliser lui-même. Il faut que la formalisation soit moins une obligation juridique qu'une obligation économique, adossée à la loi. D'accord. Je disais tantôt, il faut rendre la loi économique et non seulement juridique. Une loi juridique n'a pas de chance d'application. Mais une loi économique, les acteurs adhèrent et considèrent que c'est leur chose. Regardez au niveau du PAPME et du PADME. Mais ces deux instruments qui ont été créés à la suite des dégraissages d'effectifs des années 90, du début des années 90, j'ai eu la chance de participer à l'élaboration des programmes d'investissement structurel vers la fin des années 80, pendant que j'étais au cabinet du
ministre des Finances. Bon, ça fait une autre vie, hein, c'est assez vieux. Mais la logique, c'était que l'État maîtrise ses charges, que l'État cesse de gaspiller. Et parmi les gaspillages identifiés, il y avait les salaires. La masse salariale était devenue intenable. Alors, l'État n'a pas de réponse pour absorber le chômage. Qu'est-ce qu'il faut faire? La microfinance reçoit dans l'informel, vous demande une garantie à peine monétisable et s'engage avec vous, mais vous accompagne sommairement. Ce n'est pas très professionnel. Ce n'est pas un engagement systématique de jour en jour, de mois en mois, mais au moins il y a quelques indicateurs sur lesquels on vous surveille. Résultat, regardez le Padmé. Le bâtiment qu'ils ont là, c'est vraiment de la microfinance. Est-ce que vous n'avez pas envie d'appeler ça de la macrofinance? Voilà, il y a des réponses qui sont déjà dans notre environnement. Il faut d'abord les capitaliser. Merci beaucoup, M. Goundete. Il y a une dernière réponse que je veux. D'accord. Vous avez une dernière question ou vous voulez conclure? Ou une toute dernière question de madame. quelques secondes parce que le temps est vraiment parti. Est-ce qu'on peut espérer ou est-ce qu'on peut s'attendre à en venir à bout, c'est-à-dire à éradiquer complètement l'économie informelle? C'est un danger pour l'Afrique d'éradiquer l'économie informelle. Donc il faut Parce que faire avec les accompagner. Notre économie vient de là. D'accord. Il faut en faire des partenaires et mettre en place un dispositif de consolidation des acteurs. Il faut les faire grandir et que la petitesse de leur taille devienne pour eux un inconfort. D'accord. Pour lever des financements à la banque, vous n'allez pas rester dans l'informel, il faut aller solliciter. Et celui qui devient capable de lever des marchés de l'État, il ne va pas rester dans l'informel, il se formalise. Alors, il y a un maillon que je veux proposer. Vous avez la microfinance, ceux qui sont dans l'économie criminelle, dans l'économie illégale, tels que, je ne vais pas citer des choses, mais je vous ai dit des entreprises bien établies qui font de l'économie souterraine, c'est dangereux. D'accord. Pour elles, vous avez la facturation normalisée qui permet de combattre la chose, mais aussi la nomination de commissaires aux comptes qu'il faut imposer. D'accord. La loi régionale OADA l'a imposé, mais au niveau national, il faut qu'on trouve un dispositif de confirmation et d'imposition. Mais également, il faut faire la coercition. Et l'outil que je veux proposer, c'est les fonds de garantie, qui sont des démultiplicateurs de performance. Nous n'avons pas ça encore dans notre environnement. Monsieur Goundete, si vous permettez, on va vous recevoir dans une autre émission tellement intéressante dans le discours qu'on n'a vraiment pas envie de vous laisser partir. Malheureusement, on doit s'arrêter pour installer un autre invité. Mais ce que je vous propose, franchement, et j'espère que vous allez prendre l'engagement devant les téléspectateurs, c'est qu'on vous reçoive à nouveau un autre mercredi où nous parlons des questions liées à l'économie pour continuer par nous expliquer tout ceci. Franchement, je pense qu'on en a beaucoup appris. Oui. Le discours, il est tellement intéressant. J'ai retenu, par exemple, que c'est un danger pour l'Afrique d'éradiquer l'économie informelle. Et ça, je pense qu'il faudra revenir là-dessus pour décortiquer, montrer évidemment comment est-ce qu'il faut faire pour accompagner ces entreprises-là, ces entreprises de l'économie informelle à se structurer davantage pour en arriver à leur plein accomplissement. Tout à fait. Monsieur Goundete, est-ce que vous prenez le pari devant les téléspectateurs de Revenons? C'est que vous avez un agenda très chargé, que c'est difficile de vous mettre le grappin dessus, mais on veut quand même vous recevoir par ici à nouveau si vous le voulez bien. Je le promets. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais juste rappeler que vous êtes expert comptable, je l'annonçais, et également président honoraire de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Merci. Et président honoraire de la Fédération panafricaine des experts comptables. Absolument, la PAFA. Merci beaucoup d'être passé. Merci Herman de m'avoir reçu. Merci Jennifer. Et très intéressant donc votre rubrique, votre rubrique de ce mercredi matin. Allez.